Alors, bon matin, on va commencer. Le cours de ce jour est consacré aux contentieux climatiques et droits fondamentaux. Ce cours fait partie de notre module consacré aux contentieux climatiques. La semaine passée, nous avons vu la responsabilité climatique de l'État, mais aussi celle des entreprises, des multinationales. Et donc, que la responsabilité de ces deux acteurs majeurs des relations internationales, notamment économiques, qui sont pointés du doigt sur la question du réchauffement climatique, les entreprises sont indexées compte tenu de l'impact de leur activité en termes d'émissions sur l'environnement, la société et les populations. Les États sont en revanche mis en cause dans le contentieux climatique à cause de leur inaction ou à cause de leur action insuffisante dans la lutte contre les changements climatiques, plus précisément dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou pour négligence climatique. Donc, au cœur des procès qui sont dirigés contre les États ou contre les entreprises se trouvent les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, le contentieux climatique révèle que les droits fondamentaux sont au cœur même de ce différent. Donc, dans le cours de ce jour, on va voir comment les droits fondamentaux entrent progressivement au point de s'imposer dans le contentieux climatique, dans les procès climatiques dirigés contre les États ou les entreprises. Alors, commençons par décliner le plan du cours. Dans l'introduction, on va montrer comment la mobilisation contentieuse des citoyens et de la société civile pour une justice climatique va développer le contentieux climatique. Et la question centrale à laquelle on tentera de répondre est de savoir comment les droits fondamentaux, les droits de l'homme, entrent progressivement au point de s'imposer dans le contentieux climatique, dans les procès climatiques. Alors, dans la première partie, nous allons voir
la mobilisation des droits fondamentaux dans les procès climatiques. Comment les droits de l'homme sont mobilisés, utilisés, exploités pour fonder des actions, des procès climatiques. Et donc, nous allons tour à tour voir, premièrement, les demandeurs dans les procès climatiques et leur stratégie contentieuse. Bien, alors, on va essayer d'identifier le profil des demandeurs dans les procès climatiques, qui sont ceux qui intentent les procès climatiques, mais aussi on va voir la question, l'utilisation, le recours aux droits fondamentaux dans ces procès climatiques, et notamment comment ils interprètent climatiquement les droits fondamentaux. Alors, comment on climatise les droits fondamentaux? Alors, ça ressemble à cet équipement que vous avez à la maison ou au bureau, un équipement qui est dans une pièce à la maison ou au bureau qu'on appelle le climatiseur, hein, et qui nous donne, qui nous garantit la stabilité de la température dans la pièce, la clim. Et donc, on aura recours aussi à une climatisation des droits fondamentaux dans les procès climatiques. Donc, on va climatiser les droits de l'homme pour alimenter le procès climatique. Donc, plusieurs stratégies seront déclinées, entre autres, comme premier fondement, comme première stratégie, comme première technique de climatisation. On va voir l'obligation étatique de protéger les personnes vulnérables face aux effets des changements climatiques. Et ça ressemble déjà à ce qu'on connaît de manière générale dans les droits de l'homme, la non-discrimination ou la protection des plus faibles, des groupes les plus faibles, les plus vulnérables. C'est une exigence des droits de l'homme. Les plus faibles dans nos sociétés doivent être à l'État. Et donc, les, les juristes qui intentent les procès climatiques vont s'appuyer dans leur stratégie, premièrement, sur l'obligation étatique de protéger les plus vulnérables au changement climatique. Deuxième fondement juridique, l'obligation de garantir un droit fondamental à un système climatique, on va ajouter stable. Voilà, le droit à un système climatique stable. Donc, un droit, on va découvrir en réinterprétant les grandes catégories des droits fondamentaux que nous connaissons. Troisième stratégie juridique, c'est
les obligations étatiques de prudence, le devoir de diligence, l'obligation de protéger l'environnement et de prévenir les atteintes environnementales et climatiques. Donc ici, on parle de la diligence climatique ou du devoir de diligence climatique à la charge de l'État, qui est fait partie des droits fondamentaux, qui enrichit la catégorie des droits fondamentaux, des droits environnementaux. Quatrième stratégie dans l'interprétation des droits de l'homme, c'est l'émergence d'un droit à un système climatique stable. Bien. Alors, seconde articulation, dans la mobilisation des droits de l'homme, donc en grand B, on va voir comment les arguments droits de l'homiste, les arguments relatifs aux droits de l'homme, viennent au soutien des actions contentieuses climatiques. En deux points. Dans le premier point, on va voir que les droits fondamentaux, les droits de l'homme, sont au cœur d'une argumentation complexe, une construction juridique complexe. Donc, c'est pas, c'est pas une construction classique, aisée, des choses que les avocats font tous les jours, mais ici, c'est quelque chose de plus compliqué, de plus difficile, de plus complexe. Une construction, une argumentation compliquée. Alors, nous avons suivi la bien l'autre jour, des attaques au Mali, des attaques incroyables. On a qualifié ces attaques de complexes parce qu'on a attaqué le Mali partout, 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 partout. 12 000 soldats mobilisés pour attaquer le Mali. Donc, alors c'est l'élément de complexité qui a retenu mon attention ici. Et les autorités maliennes ont dit que pour mener une pareille opération, ça prenait le soutien extérieur et que les simples rebelles maliens ne pouvaient pas mener ce genre d'attaque complète. Donc ça ressemblait à l'expertise des grandes puissances pour faire des choses extraordinaires qui dépassent ce que on est habitué à voir. Donc, ici également, on sort un peu Hein? du travail, Ça suit en tout cas, si tout comme ma mercredi, je dis non, ben, on sort un peu de la routine quotidienne des avocats, ce que les avocats sont habitués à faire dans leur dossier de procédure, dans leur cabinet, dans leur plaidoirie, dans le cadre des procès climatiques, c'est autre chose.
que ce qu'ils sont habitués à faire. C'est plus complexe, c'est plus compliqué. Ça leur demande donc plus de compétences pour être capable de piloter ce genre de dossier. Voilà. Donc, les droits fondamentaux seront donc au cœur de cette complexité. Et puis ensuite, on va faire un tour sur les contentieux climatiques où les droits fondamentaux sont mobilisés, convoqués et invoqués, notamment dans les demandes d'annulation des décisions publiques, dans les demandes de mise en adéquation des politiques publiques avec les objectifs internationaux ou nationaux de lutte contre le changement climatique, dans les demandes d'accueil des migrants climatiques ou dans diverses autres demandes. Alors là, c'était donc la première partie du cours sur la mobilisation des droits fondamentaux. Alors, dans la deuxième partie, on va voir quelle est la portée d'une lecture climatique des droits fondamentaux, d'une climatisation des droits fondamentaux, et notamment la triple consécration des droits fondamentaux climatiques. Voyez. Donc, il y a une nouvelle catégorie qui émerge, les droits fondamentaux climatiques. C'est une catégorie qui vient renforcer la catégorie des droits de l'homme. Donc, on connaît, on a les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux, on a les droits environnementaux, et maintenant on a les droits climatiques. Très bien. Alors, on va donc le voir en revisitant un peu deux différents, l'un en Autriche, l'autre en Afrique du Sud, où le juge a consacré une obligation d'évaluation climatique, mais aussi où le juge a mis reconnu les droits fondamentaux climatiques pour les générations futures. Et enfin, le juge a consacré le droit à un climat sain, proche du droit à un environnement sain. Et en conclusion, on va établir que le lien, surtout, entre les droits de l'homme et le contentieux climatique, des droits, la théorie des droits de l'homme qui alimente le contentieux climatique et qui ressort du fait que les impacts des activités industrielles et commerciales provoquent les changements climatiques, ce qui a pour corollaire de menacer les droits humains, tels que le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à un environnement sain et maintenant le droit à un climat sain, le droit à la stabilité du climat. Donc voilà le plan de notre étude ou de notre discussion de ce jour. Alors, on a beaucoup insisté par le passé sur la science, sur les travaux scientifiques, notamment les travaux du GIEC. Dans le premier cours, on a évoqué
la question des inégalités qui sont provoquées par les changements climatiques et qui mobilisent les sociétés civiles, mais aussi les citoyens pour mettre un terme à ces inégalités qui sont intolérables dans notre société. On ne veut pas vivre une société internationale où il y a des inégalités entre les hommes. Il n'y a pas des hommes qui sont supérieurs à d'autres. Il n'y a pas de sociétés qui sont supérieures à d'autres. Nous sommes tous, en tant qu'humains, nous avons les mêmes droits fondamentaux. Alors, lorsque des situations comme les changements climatiques viennent rompre l'égalité entre les humains ou entre des classes dans la société, il y a une exigence de justice naturelle qui va prendre la forme d'une lutte pour ou contre ces inégalités engendrées par ces phénomènes. Alors, donc, dans la tentative citoyenne de parvenir à une justice climatique, la société civile va jouer un grand rôle. Donc, les sociétés civiles et les citoyens deviennent des acteurs majeurs dans la gouvernance climatique parce qu'elles veulent réaliser la justice entre les humains, la justice climatique. Donc, ces nouveaux acteurs des relations internationales, finalement, aux côtés des acteurs traditionnels que nous connaissons, les prises, refusent de rester inactifs face au manque d'ambition des autorités. Alors, vous savez, les gouvernements ont toutes sortes de priorités, toutes sortes de contraintes. Parfois, un gouvernement, lui, il est plus porté par son maintien au pouvoir. Le gouvernement, lui, il veut se maintenir au pouvoir, il travaille plus à faire ses alliances politiques, comment il va rester au pouvoir, voilà. Plutôt qu'à les problèmes de la société. Il va mettre beaucoup d'argent au gouvernement, va mettre pour fabriquer les alliances, pour corrompre. Bref, résultat, on doit être majorité à l'Assemblée nationale et peu d'argent investi pour refaire les caniveaux ou, ou les trottoirs, le système d'écoulement des eaux dans la ville, dans nos villes. Donc, on a des gouvernements en Afrique ou dans, et même dans les pays développés surtout, qui sont responsables des changements climatiques. On a des gouvernements qui ont peu d'ambition climatique, qui sont peu motivés à lutter contre les changements climatiques. Et donc, au niveau diplomatique, les choses n'avancent pas à un bon rythme. Et dans l'as d'attente des résultats, les citoyens se mettent en ordre de bataille pour lutter contre les changements climatiques. Ils prennent leur part dans le combat, dans la lutte. Donc, dans le monde entier, on va observer que les citoyens commencent à demander des comptes, commencent à demander les comptes à l'État, on demande des comptes aux entreprises. Face à l'insuffisante action ou l'inaction des États, trop attentistes, ou des choses politiques, des affaires politiques,
plutôt qu'à définir de nouveaux objectifs climatiques contraignants. Alors, le contentieux climatique, le procès climatique, si vous voulez, soulève la nécessité de juger les responsables. Alors, donc, ceux qui font la mauvaise job en matière climatique, qui ne font pas leur travail, ils sont dirigeants, ils ne font pas leur devoir, ils ne font pas leur travail, ils font que la politique politicienne doivent être jugés. Donc, il faut les juger. Il faut juger les responsables. Donc, ces responsables, ce sont les principaux émetteurs, les entreprises par exemple, de même que les autorités en charge des politiques publiques. Il faut juger tous les responsables. Donc, les citoyens et les ONG se sont donc organisés en saisissant la justice pour faire sanctionner les autorités publiques pour leur réglementation insuffisante. Donc, quand le gouvernement ne fait pas son travail, on l'amène à la cour et on demande à la cour de le sanctionner. Un gouvernement paresseux. Bien. Alors, tout ça cette dynamique va se traduire par des litiges visant à empêcher l'action du gouvernement qui contribue. Alors, c'est par exemple le cas en RDC où le gouvernement veut, propose au marché ces gisements pétroliers. Et on voit une société civile congolaise et internationale mobilisée contre ce projet du gouvernement parce que précisément ces projets contribuent. Alors que le gouvernement, lui, veut l'argent. Il veut l'argent, il veut faire entrer de l'argent. Il veut plus. Et donc, on a des actions pour l'empêcher de continuer à vendre ces blocs pétroliers dans un contexte de crise climatique. Mais on a aussi des procès tels que on oblige le gouvernement à agir pour atténuer le changement climatique. C'est le cas en France, dans l'affaire du siècle, où on reproche au gouvernement français de ne pas assez faire pour lutter contre le changement climatique. Donc le gouvernement est taxé en matière de lutte contre le changement climatique. Il faut le faire bouger, il faut l'amener à la. Mais on observe aussi des litiges contre les entreprises, on l'a vu, notamment les, les carbone majors, les plus grandes entreprises pétrolières qui sont responsables de 75% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, les premiers responsables du réchauffement de la planète sont les multinationales pétrolières, gazières, extractives. Notre ami François s'est présenté tantôt comme un génie et qui veut renforcer ses compétences en matière environnementale. Et il a raison.
et notamment dans pour voir comment les entreprises, les multinationales minières qui exploitent les minerais de son pays polluent l'environnement et comment on peut organiser des procès climatiques contre ces multinationales. Mais il y a aussi une autre catégorie, c'est les multinationales, cette fois-ci, qui attaquent les politiques gouvernementales trop rigides, des réglementations qui les asphyxient. Alors, donc, le contentieux climatique, en anglais, le climate change litigation, pourrait se définir en tout litige administratif ou judiciaire, fédéral ou étatique, tribal, local, dans lequel les décisions du tribunal soulèvent directement et expressément une question de fait ou de droit concernant le fond ou la politique liée aux causes, aux effets du changement climatique. Donc, plus simplement, le contentieux climatique, c'est un point ou un différent mettant en cause l'enjeu climatique. Donc, on cherchera dans ce cours, on a commencé, à comprendre pourquoi et comment les droits de l'homme, les droits fondamentaux, s'imposent dans les procès climatiques, les rôles qu'ils jouent dans la stratégie des acteurs et les raisonnements retenus par les juges, surtout nationaux, qui de plus en plus sont actifs aux arguments des demandeurs au procès. Donc, la mobilisation, l'utilisation, si vous voulez, des droits fondamentaux dans la stratégie du procès participe à l'émergence d'un contentieux climatique spécifique. Alors, donc, voyons tour à tour les demandeurs et leur stratégie ainsi que leur argumentaire. Alors, donc, alors dans ces procès sont généralement initiés par les avocats spécialistes. On est dans un domaine de spécialisation. Donc, celui qui ne s'est pas formé aura du mal à trouver sa place dans ce procès. Il aura du mal. C'est un simple juriste qui est allé à la faculté de droit, a fait ses 3-4 ans,
ou même sa maîtrise, etc., et même son doctorat en droit, mais s'il n'a pas un parcours, un environnement, il aura du mal à se retrouver dans ces procès. Généralement, ce sont des procès des spécialistes. Alors, c'est pourquoi le géologue doit également se former au procès environnemental. C'est une affaire de spécialistes. Donc, dans ces procès, on a des avocats spécialisés en droit de l'homme et en droit de l'environnement. Et vous voyez, on a deux disciplines ici. Deux disciplines qui se parlent. Les droits de l'homme et le droit de l'environnement. Donc, ça signifie que les avocats spécialisés sont calés dans le domaine des droits fondamentaux, mais aussi doivent avoir une formation dans le domaine des droits fondamentaux, une formation en droit de l'environnement. Bien. Voyons un peu le profil des demandeurs dans certains recours sont portés par des ONG de défense de l'environnement, Greenpeace ou n'importe quelle ONG qui peut être nationale, etc., mais spécialisée sur ces enjeux, dont des ONG de défense de l'environnement militantes. Donc, ce sont des ONG dont le travail, la job de tous les jours, ils se lèvent du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours, c'est pour travailler sur ces questions. Comme le médecin qui va à l'hôpital tous les matins. Son travail, c'est de voir les patients malades. Il voit les patients malades du 1er janvier au 31 décembre. C'est ça la job du médecin. Donc, voir les maladies, voir tout style de maladie. Et donc, ces ONG aussi, leur travail, c'est d'étudier les problèmes environnementaux et climatiques du 1er janvier au 31 décembre. Alors, souvent chez les avocats, vous voyez, ici au Canada, par exemple, on va dire que quand on va présenter tel avocat, on va dire qu'il a 40 ans de pratique. On va dire qu'il a 40 ans d'expérience. Donc, quand on présente un avocat qui a 40 ans d'expérience, il est respecté. Il est respecté à cause de la durée. Cette durée-là, il travaille comme avocat sur les dossiers depuis 40 ans. Donc, c'est quelqu'un qui a cumulé l'expérience. Il a vu toutes sortes de dossiers. Alors que si on présente à côté de lui un avocat qui vient de sortir, qui vient de rejoindre le barreau, il n'y a que 6 mois, voyez-vous, il est certainement compétent, il connaît des choses, mais il n'a pas tout vu. Dans les procès complexes, on aurait du mal à appeler l'avocat peu expérimenté qui vient de sortir de l'école du barreau il y a 6 mois. Donc, l'expérience compte. Alors, donc, on a donc ces organisations spécialisées dont le but de l'existence tourne autour
des questions environnementales et climatiques. Ils ont de l'expérience. Ils sont créés pour ça. Alors, parmi celles-ci, on a l'ONG F-Life Africa Johannesburg. Voilà une ONG donc c'est déjà expérimenté là. Donc, quand le gouvernement fait ces choses-là, ceux qui sont expérimentés voient tout de suite du travail gouvernemental, amène le gouvernement à ça. Ils savent tout de suite et comment le ministre de l'Environnement travaille, il voit tout. Le ministre incompétent. Parce qu'il est incompétent, on va mener le gouvernement à la cour. Non pas parce qu'il a nommé un ministre incompétent, mais parce que les décisions prises par ce ministre ou ce gouvernement incompétent sont intolérables, inadmissibles en contexte de réchauffement climatique. Et dans le cas de l'affaire sud-africaine, le gouvernement a autorisé à donner une licence pour ouvrir une mine à charbon, en contexte de réchauffement de la planète, le charbon hautement toxique en termes d'émissions pour, pour l'environnement. Comment un ministre, à cette heure-ci, peut décider de donner une autorisation et de surcroît, sans procéder à une évaluation climatique, l'air du temps? Comment, à cette heure-ci, lorsque vous évoquez même seulement le charbon, tout le monde tremble, on tremble partout. Si vous écrivez, vous faites une publication, vous êtes gouvernement, administration, vous dites que vous faites une annonce, on va ouvrir le 20 mai prochain une usine à charbon en Guinée. Mais le monde va trembler. Mais comment nous ouvrir une mine de charbon en Guinée alors que la planète est en danger? Donc voilà un responsable qui va détruire notre planète. Il faut l'amener à la cour. Il faut l'empêcher d'aller de l'avant avec ce projet climaticide. Voilà un vrai incompétent. Et puis les députés à l'Assemblée nationale vont demander au gouvernement de chasser ce ministre. C'est ce qui s'est passé avec cette ONG en Afrique du Sud. On a demandé au tribunal d'arrêter cette folie gouvernementale. Alors, donc, plusieurs plus spécialisées, certaines ONG sont habituées à mener d'actions, d'activisme judiciaire comme Greenpeace. Vous voyez, il y a des ONG que leur job, c'est vraiment d'embêter, de chasser tous ceux qui ne sont pas corrects climatiquement, qui ne sont pas climatiquement corrects. Et ils sont habitués. Alors je crois Greenpeace, je crois. Greenpeace poursuit souvent des bateaux en mer et tout ça là. Il poursuit souvent des bateaux qui polluent, etc. Et ils sont allés même jusqu'à poursuivre un bateau russe. Et puis les Russes, comme les Russes, d'une part, on les a arrêtés, on les a jetés. Les militants de Greenpeace.
Alors, aux États-Unis, l'ONG Our Children Trust, qui milite pour les droits des générations futures, c'est des jeunes enfants, pour leurs droits, le droit des générations futures, donc ils pensent à leur avenir. Cette ONG a pour principal objectif, voyez-vous, c'est des jeunes garçons, ce sont nos enfants, de sécuriser le droit fondamental à un climat stable et une atmosphère en santé pour les générations présentes et futures. Donc les enfants se positionnent. Si vous avez à la maison votre enfant qui a 10 ans, entre 10 et 7 ans, qui a déjà conscience de ces enjeux et décide de militer pour que maintenant, il ne faudrait pas que ces vieux, les vieux là c'est nous, que ces vieux détruisent la planète. Et quand nous allons grandir, non seulement nous allons mal grandir, parce qu'ils vont nous mettre dans un endroit où, qui va menacer nos vies, menacer nos santé, nous mettre en danger en tant qu'enfants, mais aussi on va se retrouver à l'âge adulte dans une terre totalement dévastée. Donc ces jeunes adolescents vont donc fonder aussi leur ONG spécialisée, ils vont se battre pour que dans la société, aux États-Unis, le gouvernement, les entreprises, whatever, s'alignent, garantissent, sécurisent le droit à un environnement et un climat stable. Donc l'engagement des plus jeunes, simplement. Les plus jeunes aussi sont dans cette lutte, participent à la lutte. On a l'affaire Urugenda, une autre ONG. Cette fois-là, ce sont les grandes mères qui vont se mobiliser dans le cadre d'une ONG pour agir, pour mener la lutte. Donc là, on a nos adolescents et là, on a nos grandes mères. Et puis, on a d'autres associations qui sont spécialement créées pour s'attaquer au gouvernement, comme cette association française, Notre Affaire à tous. C'est une association spontanée, on a créé ça spontanément, les gens sont venus pour engager le combat climatique contre le gouvernement français. Alors, certaines actions sont portées par des individus seuls ou rejoints en co-demandés par les ONG. Donc, un individu peut être, et puis les ONG spécialisées viennent entrer dans le procès. Alors, dans tous ces procès, ces actions participent à construire dans l'opinion publique une catégorie abstraite de victimes climatiques. Et dans les victimes climatiques, on a cette notion de most vulnerable group, les plus vulnérables. Donc, les enfants, les femmes, les migrants, les peuples autochtones, les minorités ethniques, les habitants insulaires, etc. Par exemple, une action a été portée par les grandes mères, la fête des grandes mères des aînés suisses pour la protection du climat. Alors, on a parlé de la nécessité de se spécialiser à cause de la haute technicité de ces dossiers. Donc, les requérants, les victimes,
sont aidés dans leur démarche par des praticiens de droit souvent chevronnés. Donc, des gens qui ont fait, des avocats qui ont fait leur classe. Donc, ces juristes qui sont spécialisés sur les dossiers singuliers collaborent désormais ensemble pour s'entraider malgré la disparité des systèmes juridiques. Donc, les avocats américains viennent aider les avocats congolais dans un procès climatique contre le gouvernement congolais. Les avocats belges, français, mais, même russes, chinois. Donc, en dépit de la diversité des systèmes juridiques, ils se mettent tous ensemble pour s'entraider. Ils forment des coalitions pour porter ces dossiers. Donc, on va observer un mouvement transnational d'activistes, des ONG, des avocats, des universités, les citoyens, tout ce méli-mélo vont se rassembler pour mener des procès climatiques. Alors, donc on a vu un peu le profil, hein, on a vu un peu quel était le profil des demandeurs dans les procès climatiques. Maintenant, intéressons-nous à l'interprétation climatique des droits fondamentaux, à la climatisation c'est-à-dire une interprétation des droits de l'homme au regard de l'enjeu climatique. Donc, on l'a dit, procédural, la difficulté à prouver le lien de causalité entre le domaine et la victime climatique et le fait de l'État ou a amené les ONG à quitter le terrain de la réparation. Vous voyez, compte tenu de cette difficulté, et là, on ne veut plus H, on ne demande plus au tribunal de nous donner l'argent. Donc, à quitter le terrain de la réparation pour s'orienter vers la fin des mesures conduisant à exacerber les changements climatiques. Donc, les procès sont orientés maintenant dans la réduction de ces émissions de gaz toxiques. La tendance serait donc de poursuivre États et entreprises pour les obliger soit à adopter des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit pour les entreprises à réduire leurs émissions. Alors, pour y parvenir, les requérants ont présenté dans ces actions d'intérêt public une interprétation climatique des droits de l'homme. Donc, le fusil, le joker, la bombe atomique qu'on va utiliser dans ces procès, c'est les droits de l'homme. La meilleure arme pour les procès climatiques, c'est les droits de l'homme. Alors, dans l'affaire des grandes mers suisses, les aînés pour la protection du climat, alors les grandes mères ont demandé au juge, en date du 25 octobre 2016, d'apprécier l'action publique au regard du respect du droit à la vie
du droit à la vie des grandes-mères, du droit à la santé, elles ont droit à la vie, elles ont le droit de rester en santé le plus longtemps possible, et que compte tenu de leur âge, elles sont particulièrement vulnérables. Les femmes d'un certain âge, ces grandes-mères, dont la santé est plus fortement impactée que celle du reste de la population, les grandes-mères n'ont plus la même santé que les jeunes filles de 18 à 25 ans. Donc, leur santé est plus impactée lors des périodes de grande chaleur et donc le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique met la grand-mère en danger. Elle peut mourir. Elle va tomber malade, assurément. Et demande au juge de protéger les grandes-mères. Alors, dans les affaires Urgenda en Hollande et Légaré au Pakistan, alors le tribunal, les juges vont reconnaître la responsabilité de l'État pour insuffisance d'objectifs climatiques nationaux. Alors donc, on va dire que c'est le gouvernement, le gouvernement dort. Alors que la maison brûle, la maison est en train de brûler, le gouvernement lui prend ses vacances à la Côte d'Azur. Chez les Occidentaux, on n'accepte pas ça. Alors que le pays est dans les problèmes, le ministre en charge ou le président de la République est en train de prendre ses vacances à la plage. Il n'accepte pas. Il ne peut pas prendre ses vacances pendant que le pays est en crise, pendant que la maison brûle. Ce n'est pas le temps des vacances. Donc le gouvernement ne prend pas de vacances sur l'enjeu climatique. Il doit être au travail. Et lorsque la population se rend compte, au Pakistan, en Hollande, que le gouvernement a pris des vacances en période de crise climatique, ben on l'amène à la cour. Et on le fait condamner pour sommeil du gouvernement, insuffisance des objectifs du gouvernement, un gouvernement qui est endormi. Alors, l'invocation des droits de l'homme dans les recours contre l'État a pour objectif de faire découvrir par le juge des obligations étatiques nouvelles. On dit au juge, écoutez, le juge, il y a quelque chose de nouveau là qu'il faut découvrir. Nous vous invitons à découvrir de nouveaux droits ou de réinterpréter les droits existants à la lumière de nouveaux Mes, enjeux et notamment les changements climatiques. mes excuses, prof. On peut vous interrompre une minute? Oui, bien sûr, bien Oui. sûr. Merci beaucoup, professeur. C'est Monsieur Ogna François. Je Oui, préfère souvent me présenter au nom de Monsieur Ogna, le nom propre qui est beaucoup connu. Alors, comme je vous ai dit, je suis géologue, je suis vraiment passionné, intéressé par les droits de l'environnement. Je vous ai bien suivi de le début, mais je sens que vous mettez un accent particulier sur la responsabilité de l'État et la responsabilité des entreprises. Donc, de l'État parce que peut-être l'État n'a pas activé la loi, la réglementation sur les changements climatiques. Les entreprises parce que les entreprises produisent des effets des gaz à effet de serre. Alors, j'ai bien noté. Maintenant, ma préoccupation est la suivante.
Je vous donne le cas de la RDC et plus particulièrement du ministère de Mines. Nous avons dans le code minier, pour vous montrer qu'il y a quand même une réglementation, pas quand même, il y a une réglementation. La loi dit, lorsqu'une société minière vient, qu'elle soit nationale ou internationale, avant de commencer les travaux de recherche, il doit faire présenter le PAS, c'est-à-dire le plan d'atténuation et de réhabilitation de l'environnement. Lorsqu'il doit commencer l'exploitation, on lui demande de présenter une étude d'impact environnemental et social, condition sine qua non pour obtenir un permis d'exploitation. C'est pour vous montrer que quelque part là, il y a une réglementation et l'État fait un effort. Maintenant, je prends le cas des gens qui sont, par exemple, dans le village. Je prends chez moi au Sankuru, où on est dans la forêt équatoriale. Moi, je pense que c'est l'ignorance. Parce que même si on peut donner plus de responsabilités à l'État, aux entreprises, mais il y a aussi la part de l'homme parce que l'homme n'est pas suffisamment informé sur l'environnement. Je prends le cas du Sankuru. Vous allez trouver que pour construire des cases, on va couper le bois. On ne sait pas que c'est un danger qui viendra plus loin pour l'environnement. Pour avoir la braise, on va couper les bois. Pour faire les champs, on va couper le bois. Mais l'homme n'est pas informé. Voilà pourquoi moi je me dis, c'est l'homme qui est l'auteur de la destruction de l'environnement et c'est l'homme lui-même qui est victime aussi de cette dégradation de l'environnement. Alors, j'aimerais que les responsabilités soient partagées. Moi, je dis, c'est l'ignorance. Donc, comme vous êtes en train de nous apprendre, nous devons faire un effort pour que la notion de l'environnement soit donnée à tout le monde. Voilà un peu ce que j'avais à dire là-dessus. Je ne sais pas quel commentaire vous pouvez donner. Je suis d'accord, mais les responsabilités sont partagées. Deuxièmement, vous donnez plus l'importance aux sociétés civiles, à ces ONG qui doivent attaquer les gouvernements. Mais moi, je pense qu'il y a des choses à mettre sur la table. Parce que même ces sociétés civiles-là, ces ONG, sont aussi responsables. Parce que s'il n'y a pas la vulgarisation de ces droits de l'homme, tout ça, il y a des problèmes. Voilà un peu mon petit commentaire. Alors, j'ai besoin de vous écouter un peu plus là-dessus. Et puis, vous avez parlé de l'inégalité créée par les changements climatiques. Vous parlez des victimes de cette inégalité. Qui provoque ça? Qui est la victime? Voilà, professeur, je m'arrête un peu là. D'accord. Ben, écoutez, ben, vos commentaires sont absolument pertinents. Hein. Vos commentaires sont absolument pertinents. Effectivement, mais comme vous le dites, les réglementations existent. Il n'y a pas de doute que les réglementations existent à RDC et même dans tous ces pays où il y a, dans tous ces pays où il y a des procès, en Hollande, en France, les réglementations sont là. Et généralement, vous allez voir même le gouvernement dire que non, écoutez, nous on fait assez, pour le climat, pour l'environnement. On a une politique, mais on va lui opposer les ONG, la société civile, on va opposer au gouvernement que, ben, écoutez, en dépit de tes lois-là, on va lui dire que tu manques d'ambition. Tu as certes fait des choses, mais il manque d'ambition dans ton action. Et donc, pour cela, on va t'amener à la cour. On va amener OK, à la cour parce qu'il manque d'ambition. Il y a une tout à loi, fait. il y a un code, voilà. Ça, c'est d'un. Alors, l'autre terrain, c'est, par exemple, la sensibilisation. Vous insistez sur la sensibilisation à l'éducation environnementale. Voilà. Voilà. Faire émerger dans nos sociétés une culture environnementale. Parce qu'on regarde même nos sociétés, que ce soit dans votre pays ou dans mon pays, le Cameroun, mais il n'y a qu'à voir à combien nous sommes dans cette classe. Nous sommes à combien dans cette classe? Nous sommes à 10 dans cette classe, c'est 2 promotions.
mélangées, 2 promotions mélangées, nous sommes à 10. Ce qui est inadmissible pour un cours aussi important que celui-ci. Ça montre que les juristes même ne s'intéressent pas à cet enjeu, que les acteurs ne s'intéressent pas, que les populations, si déjà les professionnels ne s'intéressent pas, qu'est-ce que vous voulez que vos cousins, les cousins de votre vie, le grand-père, la grand-mère, mais le gouvernement même, ça ne l'intéresse pas. Ou le gouvernement est peu enthousiaste sur la question. Et où il est totalement absent sur le terrain de la sensibilisation et l'éducation environnementale. Donc, effectivement, c'est un problème. Et ça met en cause, et c'est là où on peut amener le gouvernement, ça met en cause la politique du gouvernement en matière de sensibilisation. C'est le gouvernement qui doit mener le travail. C'est vrai que la société civile aussi peut faire sa part dans la sensibilisation, dans l'éducation environnementale. Mais le premier responsable, celui qui a l'argent, c'est monsieur gouvernement, c'est lui qui a l'argent. Et c'est lui qui est responsable des politiques publiques. Alors, sur les inégalités, vous n'avez pas participé, vous avez raison de poser la question, on comprend, vous n'avez pas participé parce qu'on a déjà fait au moins 2 cours là-dessus. Il y a tout un cours que vous verrez, parce que vous avez pris aussi le train. C'était pas le cours de votre promotion. Je vous ai juste associé à ce cours pour que vous ne restiez pas à la maison ce week-end. Ce week-end, vous veniez quand même faire un tour en classe. Mais les anciennes promotions, ou cette promotion qui est en train de finir, on a bien vu tout un coup consacré à la notion de justice climatique. Et au cœur de cet enseignement, les inégalités climatiques, les inégalités causées par les changements climatiques. Donc, nous y reviendrons aussi avec votre promotion. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que les changements climatiques vont causer des inégalités au sein de la population. On l'a vu entre les grandes-mères, donc les vieux et les jeunes. On l'a vu entre les hommes et les femmes. Les femmes sont peut-être plus vulnérables. Entre les riches et les pauvres. Entre les pays industrialisés et les pays pauvres. Donc, les injustices sont aggravées. Géographiquement, il y a des États qui menacent d'être engloutis par les eaux, par exemple, les États insulaires. Donc, les changements climatiques ont apporté tout un bouleversement et des déséquilibres. Et donc, ce mouvement de lutte contre de justice climatique tend à lutter contre ces injustices. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Onia. On va continuer la discussion. Alors, donc, l'invocation des droits de l'homme dans ces procès ont pour objectif de faire découvrir aux juges des obligations étatiques nouvelles. Donc, on dit aux juges que, écoutez, juge, notre gouvernement n'a pas fait sa job. Venez, on va vous montrer. Donc, des nouvelles obligations qu'on met à la charge du gouvernement.
Donc, les requérants demandent qu'au nom d'obligations étatiques, ça devient les obligations d'un gouvernement normal. Donc, un gouvernement normal doit protéger la population contre les conséquences des changements climatiques. Voilà un gouvernement normal. C'est ce que ces avocats spécialisés, ces sociétés civiles, les demandeurs au procès vont dire au juge. Monsieur le juge, il est obligatoire pour notre gouvernement de protéger notre population. Écrivez-le, monsieur le juge, dans votre décision. Alors, c'est le cas du recours belge où 900, à Bruxelles, 900 co-requérants, 9 000, et une ONG, Climat-SAC, ont déposé une action en justice devant le tribunal de première instance de Bruxelles pour contraindre le gouvernement à réduire ses émissions de GES de 40%. Voyez-vous, 9 000 citoyens de Bruxelles et des environs, ensemble avec une ONG spécialisée en matière climatique, vont poursuivre le gouvernement devant le TPI de Bruxelles pour dire au gouvernement, écoute gouvernement, il faut réduire vos émissions de gaz à effet de serre dans le pays de 40%, donc de moitié. Vous voyez? Vraiment des actions citoyennes. 9 000 personnes. Ça ressemble à une pétition. Une pétition, tout le monde signe, tout le monde signe. On va mener ce gouvernement à la cour. Alors, comme argument, et donc on va mobiliser plusieurs arguments. Argument 1, l'obligation de protéger les personnes vulnérables face aux effets du changement climatique. Donc, c'est sans doute la stratégie la plus porteuse. Donc, on gagne systématiquement à 5% le procès climatique lorsqu'on évoque ça, de protéger les grandes mains. Si vous amenez l'État à la cour, parce que dans ces politiques, on protège pas les grandes mains, on est presque sûr de gagner 19%. Par exemple, les canicules qu'il y a souvent en Europe, là. Donc, face à ces canicules et les grandes mers, si le gouvernement ne prend pas des mesures pour protéger les grandes mers, on l'amène à la cour et puis le gouvernement sera condamné à la cour parce qu'il n'a pas protégé les grandes mers en période de canicule. Deuxième type d'argument, c'est l'obligation pour le gouvernement de garantir le droit fondamental à un système climatique. Il faut ajouter stable. Le droit fondamental à un système climatique stable. Vous voyez? Donc, on érige ça en droit fondamental. On dit au juge, dans l'ère où nous sommes, à l'ère de la crise climatique, la nécessité d'avoir un système climatique correct, stable, devient fondamentale. C'est un droit fondamental pour chaque citoyen de ce pays de jouir d'un système climatique stable. Et donc, si le gouvernement n'est pas à mesure de nous garantir cela, juge, il faut condamner ce gouvernement incompétent. Alors, donc, le gouvernement devient incompétent, non pas parce que le président de la République et les ministres ne sont pas allés à l'école, ils sont allés à l'école.
Ils ont des diplômes. Ils sont diplômés de Harvard et consorts. Mais ils n'ont pas garanti à notre population un système climatique stable en période de crise climatique. Et donc, on a affaire à un gouvernement incompétent. Donc, dans ce contexte, il faut garantir le droit à un système climatique stable capable de soutenir la vie humaine. Alors, en Suède, dans un recours, push Sweden, Nature and Youth Sweden versus Government of Sweden. En Suède, on poursuit le gouvernement, c'est toujours lui. Les requérants alertent que le changement climatique est l'une des plus grandes menaces du bien-être et de la santé des Suédois. Selon eux, l'État aurait une obligation de diligence envers ses citoyens au regard de la Constitution suédoise, la Convention européenne des droits de l'homme et des principes généraux de droit. Donc, l'une des plus grandes menaces du siècle pour ces Suédois, c'est le changement climatique. Alors, le gouvernement doit les protéger. Et on l'amène dans la cour pour appeler au gouvernement que c'est un droit fondamental pour les populations. Troisième type d'argument sont les obligations étatiques de prudence, le devoir de diligence, l'obligation de protéger l'environnement et de prévenir les atteintes. Donc, on dit au gouvernement, en d'autres termes, on dit au gouvernement, c'est votre job de prévenir les, les dommages aux populations, c'est votre job. Vous avez un job de surveiller le climat, de vous assurer à travers vos politiques, etc., qu'on a un bon climat pour nos populations. Donc, vous avez un devoir de prudence, de diligence, de protection et de prévention. Vous voyez, tous ces fondements juridiques tendent à acculer, on accule l'État. On met l'État le dos au mur. Mais c'est le but d'un procès. Le but du procès, c'est de mettre l'adversaire le dos au mur, de faire pression sur l'adversaire. C'est le but d'un procès. Donc, vous voyez que ces populations-là, ces organisations, foncent contre l'État. Ils sont obligés d'agir en faveur de la population. Donc, vous voyez, ici, on est dans l'intérêt de la population. Ce n'est pas des intérêts privés, ce n'est pas des intérêts partisans, ce n'est pas l'opposition. C'est l'intérêt de la population. Bien. Alors, faisons un peu un tour dans quelques procès. On a mobilisé les droits fondamentaux. Par exemple, dans l'affaire de l'association belge, les 9000 Bruxellois
et leurs associations spécialisées, les ONG spécialisées ont invoqué le droit à la vie. Le droit au respect de la vie privée, là, le droit à la vie, c'est l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, les droits fondamentaux, le droit à la vie, mais qu'on climatise. Donc, le réchauffement climatique va menacer le droit à la vie, va menacer le droit au respect de la vie privée, familiale. Donc, l'argumentaire est construit sur la négligence illicite de l'État, voyez. Mais l'État en cause dit, gouvernement, vous n'avez pas fait le travail. Et particulièrement sur l'obligation de protéger la vie des citoyens et de les informer des situations dangereuses. Non seulement vous devez prendre des mesures, mais nous informer qu'il y a un problème quelque part. Gouvernement, vous n'avez pas fait votre travail. Alors, dans l'affaire sud-africaine, F-Life, contre le ministère des Affaires environnementales, le juge souligne que l'article 24 de la Constitution établit une interrelation entre l'environnement et le développement. Voyez-vous, le gouvernement ici, le gouvernement sud-africain, lui, il faut ouvrir sa mine, hein, on exploite beaucoup d'argent, etc. Voilà, le développement, un pays minier, et qu'on sort. Mais le juge va lui dire que oui, on ne dit pas non au développement, on ne dit pas non au gouvernement qui veut plus d'argent, comme à RDC. Mais on lui dit que, attention, vous voulez plus d'argent, mais faites attention à l'environnement, au gouvernement. Les conditions environnementales et socio-économiques les conditions environnementales et socio-économiques doivent s'équilibrer pour parvenir au développement durable. On dit oui au développement, oui à l'exploitation de toutes ces faramineuses richesses, mais en respectant l'environnement, cher gouvernement. Voilà ce que le juge a dit au ministre des Affaires environnementales. On lui a rappelé que les besoins à court terme doivent être évalués au regard des conséquences à long terme. À court terme, le gouvernement veut plus d'argent, il veut plus d'argent, il s'occupe de la population, oui, il veut plus d'argent, il veut que les budgets augmentent, on va créer des hôpitaux, le gouvernement veut faire des choses pour la population, vraiment, il veut transformer le pays, il y a les routes qu'on va construire, etc. On veut développer le pays. Donc, là, parce qu'il y aura des élections bientôt, le gouvernement doit montrer ses réalisations à la population pour demander qu'on le réalise, qu'il ait la majorité au Parlement. Donc, le gouvernement travaille pour ça. Mais on va dire au gouvernement, oui, mais à côté de vos objectifs, là, il faut penser aux conséquences à long terme. Oui, on va vous relire, on va vous donner fort moyens, mais vous allez détruire toute la planète. Et donc, cher gouvernement, vous devez, avant de délivrer, cher ministre de l'Environnement, vous devez, avant de délivrer l'autorisation d'ouvrir une centrale à charbon, vous devrez évaluer
procéder à une évaluation climatique de l'ouverture de cette centrale à charbon. Ce que vous n'avez pas fait, et puis nous annulons cette décision. Alors donc, on va retrouver les droits de l'homme qui sont mobilisés dans les demandes d'annulation des décisions publiques. Voyez-vous, c'est par exemple le cas en RDC quand le gouvernement veut vendre ses blocs pétroliers. Alors nos amis qui sont dans la classe, Maître Feli va saisir le juge administratif de Kinshasa pour qu'il annule la décision du gouvernement de vendre des blocs pétroliers qui se situent dans une zone une zone protégée. Ou qui veut vendre des blocs pétroliers dans une zone qui va détruire complètement l'environnement et tous les écosystèmes marins et terrestres. Dans ces cas, Maître Feli va demander au juge administratif de Kinshasa d'annuler cette décision du ministre du pétrole. On l'a vu, et on l'a vu récemment, je crois à Londres, bref, dans l'un des pays européens où on voulait créer, en Autriche, vous voulez créer une troisième piste d'aéroport. Et la population s'est opposée. On a demandé au juge d'annuler cette décision du ministre ou du gouvernement de créer une troisième piste. Déjà parce que le transport aérien pollue. Et donc, une troisième piste, ça va multiplier, aggraver le transport aérien et donc contribuer aux émissions. Et donc, c'est un projet climaticide, monsieur le juge, il faut l'annuler. Il faut annuler la décision du gouvernement qui veut créer une troisième piste d'aéroport. En plus des nuisances sonores, etc. Les demandes, les procès de mise en adéquation des objectifs internationaux ou nationaux relatifs à la lutte contre le changement climatique. Lorsque le gouvernement, par exemple, ou les agences gouvernementales ont des politiques totalement en retrait par rapport aux exigences internationales, par exemple, à l'accord de Paris. Lorsque des politiques font fi de l'accord de Paris. Donc, on a ce type de recours qui porte essentiellement sur la carence, l'omission ou l'action insuffisante de la politique nationale ou infranationale en matière d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique. Donc, l'objectif de ces procès, c'est que
nos législations se mettent au niveau des standards internationaux. C'est ça l'objectif du procès. Alors, dans d'autres situations, c'est des procès pour accueillir les migrants climatiques. Alors, on va observer, toujours dans ces types de contentieux, des procès sur l'insuffisance des contributions nationales. C'est-à-dire, sur tous les pays qui manquent d'ambition. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, peut-être le gouvernement, lui ne veut réduire que, vous voyez, à Bruxelles, on a poursuivi le gouvernement pour lui demander de réduire à 40%. 40%, ça a un impact sur l'économie. Un très grand impact. On dit au gouvernement d'aller jusqu'à 40%. Bref, 50% de moitié ces émissions. Or, le gouvernement, parce que le gouvernement aussi protège l'économie, il faut que les entreprises tournent, hein, les multinationales, il faut tourner, il faut l'argent, on a besoin d'argent et consort, il faut travailler, il faut polluer. Donc, le gouvernement va dire oui, on lutte contre le changement climatique, mais de grâce, ne me demandez pas de couper de moitié mes émissions, de diminuer de moitié notre activité. Le pays va s'appauvrir. L'économie va se porter mal. La société sera en crise économique. Est-ce qu'il faut sacrifier l'économie à cause de l'environnement? Et le gouvernement va dire non. Moi, c'est 15% de réduction, pas plus. Et 9000 citoyens belges vont dire au gouvernement, pas question, on vous amène à la cour. 15%, c'est insuffisant, vous devez aller à 50%, à 40%. Par exemple, un autre procès, la décision de vendre une société d'énergie à charbon détenue par l'État. L'État vend son usine à charbon. On l'amène à la cour. Eh bien, gouvernement, comment vous pouvez vendre une usine à charbon en contexte de fermer cette usine? Vous ne pouvez pas la vendre. Il faut la fermer. Vous ne pouvez pas vendre l'usine. Une usine à charbon ne peut pas en cette période-ci. C'est irresponsable de la part du gouvernement. Et donc, il faut amener le gouvernement à la cour. Et donc, ces procès, on est dans la deuxième partie, ces procès, en analysant donc tous ces procès, au cœur desquels les droits fondamentaux sont mobilisés, le juge, donc, a été amené à consacrer de nouveaux droits fondamentaux. Donc, il y a eu un enrichissement des droits fondamentaux de cette catégorie. De nouveaux droits fondamentaux sont apparus à la faveur de ces procès. Donc, pour les juristes, par exemple, c'est une bonne nouvelle. C'est comme pour une administration, c'est une bonne nouvelle quand on va augmenter le budget. Par exemple, pour l'armée américaine, Donald Trump demande plus de budget parce qu'il a plus de guerres à mener. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le ministère de la Défense qu'on multiplie par 3 le budget, que l'État ait les moyens de faire toutes ces guerres. Et donc, pour le juriste,
quand on découvre de nouvelles catégories de droits fondamentaux, c'est une pour le climat. Et donc, parmi ces bonnes nouvelles climatiques, on a la consécration d'une obligation d'évaluation climatique en Autriche et en Afrique du Sud, avec la licence d'exploiter le charbon. Mais aussi dans une autre affaire, l'affaire Ogoni contre État du Nigeria, où Shell fut mise en cause devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la Commission a estimé que la pratique du gaz flash flaring, le torchage, dans le delta du Niger, était particulièrement émettrice de gaz toxiques et que c'était illégal parce que ça portait atteinte au droit à la vie des Ogoni, à la dignité de ce peuple. Donc, toute une grande violation des droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits de l'homme et des peuples, notamment les articles 2, 4, 14, 16, 18, etc. Alors, on parlait de la troisième piste d'aéroport à Vienne. Alors, le recours, 28 plaignants, individus, groupes de citoyens et la ville de Vienne, 28 plaignants contre la décision du gouvernement autrichien autorisant un projet de construction d'une troisième piste à l'aéroport international de Vienne. Donc la ville, 28 plaignants et des groupes se sont coalisés pour attaquer le gouvernement. Et donc, en 2017, le tribunal administratif de Vienne a conclu qu'il serait contraire aux dispositions de la loi 2011 sur la politique climatique nationale, établit les objectifs de réduction des émissions pour divers secteurs, y compris le secteur des transports. Donc, en autorisant sa troisième piste, le gouvernement a violé sa propre loi qui commande de réduire les émissions dans divers secteurs, dont le secteur des transports. Donc, il contrevient, cette autorisation contrevient par ailleurs à la Constitution et aux engagements européens et internationaux de l'Autriche, à l'accord de Paris notamment, à la Convention européenne des droits de l'homme et à la législation nationale. Donc une décision qui viole le droit international, le droit régional, le droit national. Et donc dans sa décision, le juge affirme que la protection de l'environnement, le climat, est une priorité pour le gouvernement. On rappelle au gouvernement ses priorités. Et donc, le juge a estimé que ce projet contribuera à une forme va exacerber les changements climatiques. Donc, va aggraver le problème. Il y aura des conséquences sur la santé et puis même l'augmentation des décès. Et que les gens vont mourir et tout ça à cause d'une décision irresponsable. Et donc, on va sanctionner. Alors,
Bien. Alors, on a la doctrine du public trust. Et puis, il y a les positions de l'ONU sur cet enjeu, et notamment la consécration du droit à un climat sain. Alors, et là, il y a une résolution 48-13 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui va affirmer le droit à un environnement propre, sain et durable. En avril 2024, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu le droit des individus à être protégés par l'État contre les effets négatifs du changement climatique en condamnant l'État pour son manque d'action. Donc ici, on parle de la judiciarisation, la reconnaissance par le juge du droit à un climat sain, pour lesquels on va condamner l'État. Et on a la CIJ qui a émis un avis historique en date du 24 juillet 2025, reconnaissant le droit à un environnement sain comme un droit humain, donc comme un droit de l'homme. Dont la Cour internationale de justice reconnaît à l'unanimité que le droit à un environnement propre, sain et durable fait partie intégrante des droits humains fondamentaux, au même titre que le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'alimentation. En conclusion, le lien entre les droits fondamentaux et le contentieux climatique est établi. Et donc, les impacts des changements climatiques menacent les droits humains, tels le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à un environnement sain. Et donc, à l'intention de notre ami François, le contentieux climatique en pleine expansion, voyez-vous, sont des actions qui sont dirigées contre les États et les entreprises, essentiellement, face à leurs obligations climatiques. Et en définitive, ce qu'on doit retenir, c'est que ces procès climatiques s'appuient sur le droit à un environnement sain pour contester, mettre en cause l'inaction gouvernementale et obtenir des mesures plus fortes qui reflètent une dynamique internationale, un mouvement mondial vers la justice climatique. On rend justice au climat. Voilà. Alors, nous avons encore 10 minutes. On peut se payer 15 minutes, si vous voulez, pour échanger. Alors, la classe, on vous écoute. Vos commentaires, vos réflexions, vos observations, la parole est à la classe. Alors, monsieur le professeur, bonjour d'abord. Oui, Et maître. je vous ai suivi religieusement. Alors, en fait, merci pour ces enseignements d'abord. Et aujourd'hui, par rapport à la vulgarisation du droit de l'environnement, là où je crois que monsieur euh, François. François est intervenu. Ouais, Mhm. alors, la vulgarisation, à mon avis, je pense qu'on peut commencer les codes de base.
au lieu d'atteindre les adultes. Parce que vous avez parlé tantôt qu'il y avait des avocats, à peine 5 ou 10 dans cette classe, tout ça. Alors, je ne pense pas qu'on peut atteindre un grand nombre. Alors, ce qu'il faut peut-être faire, c'est de voir comment, dans la mesure du possible, atteindre déjà dès les bas âges, dès l'école de base, plutôt, à l'instit, cette euh, l'enfant de 11 ans. Je disais que la vulgarisation commençait déjà dès l'école de base, l'école maternelle, l'école primaire, secondaire et montait jusqu'au niveau de l'université. Parce que en Europe, j'ai été une fois, vous voyez, les enfants sont éduqués déjà sur l'environnement. Ils sont déjà Mhm. éduqués par rapport à ça. Vous allez voir un enfant de 5 ans, vous jetez un petit papier sur la route et c'est le même enfant qui va ramasser et il va vous dire que non, ne jette pas ici. Et il va vous corriger pour vous jeter dans la poubelle. Et donc, ça démontre déjà que dès les bas âges, à l'école primaire, humanité et consorts, les enfants sont éduqués par rapport à ça. Parce que quand on devient adulte, c'est difficile de recadrer un adulte, c'est difficile. Et pourtant, s'il faut commencer déjà dès le bas âge avec les enfants, ça peut quand même donner l'espoir que dans l'avenir, on peut améliorer tant soit peu les problèmes environnementaux. Donc, voilà un peu ma petite contribution. Alors, par rapport à la demande d'annulation des décisions publiques qui peuvent détruire l'environnement, vous savez, nous sommes en Afrique, professeur. Alors, en Afrique, c'est des fois compliqué lorsque l'État a déjà des intérêts dans un domaine, un avocat ou une ONG puisse aller annuler la décision prise par l'État. Et ça, c'est vraiment un peu compliqué. Mais je pense que peut-être on peut commencer à réfléchir comment faire. Parce que vous pouvez saisir les juges administratifs pour annuler certaines décisions qui partent à l'encontre de l'environnement. Mais dès lors que la justice est politisée, ça pose un sérieux problème. Ça pose un sérieux problème parce que si l'État trouve ses intérêts, je pense qu'ils peuvent même influencer cette justice-là. Voilà un peu ma petite contribution par rapport au cours de ces jours. Du moins, on est là. Merci beaucoup, Paul. Merci. C'est très pertinent ce que vous dites, effectivement. Effectivement, il faut commencer l'apprentissage très tôt. On est parfaitement d'accord. Alors, la classe, on vous écoute. Alors, visiblement, il n'y a plus d'autres réactions. On a épuisé la discussion. Alors, on va... Bonjour, professeur. Oui, bonjour, chers messieurs. Euh, Lévite. merci beaucoup pour votre intervention. Ça a été riche, enrichissant. Et bien que je suis entré en retard là, et c'était très intéressant de commencer ma première participation. Et j'allais commencer d'abord à commenter que toutes ces grandes puissances, et ce sont de grands pollueurs. Oui. Et, mais au-delà de tout ça, ils se battent quand même à atténuer. Ils se battent quand même à atténuer ces risques qui nous gangrènent plus dans la zone Afrique. Mais en même temps, ils nous imposent plus de lois qu'eux-mêmes peut-être n'arrivent pas à respecter. Et ma Comme on le question, voit. j'allais savoir, d'ici 2030, est-ce que nous pouvons aspirer à 0% de carbone ou pas? Voilà un peu ma modeste question. Merci, professeur. Mais oui, une question, une question très pertinente.
Je l'ai vu où? Je l'ai vu très récemment. Où ça? J'ai vu cette question. Ah oui, oh, ok, je vois. Je vois où je l'ai vu. Alors, j'ai participé à un colloque, je ne vous ai pas envoyé, à vous, je n'ai pas envoyé là, mais aux autres promotions, je leur ai envoyé un peu, je leur ai envoyé les éléments. J'ai participé à un colloque il y a 2 jours à l'Université Laval. Alors, c'était sur, le thème, c'était du choc à la transformation. L'économie canadienne a pris un choc avec l'arrivée de Trump, un gros choc, le choc des tarifs et le choc lié à comment je vais dire ça, à la dégradation des liens économiques entre le Canada et les États-Unis, étant donné que les États-Unis, c'est le principal marché canadien. Donc, un vrai choc pour l'économie canadienne. Et donc, dans toutes ces discussions-là, il y avait cette question que vous venez de poser sur la décarbonation de l'économie. La décarbonation de l'économie dans un contexte de traumatisme économique, de guerre tarifaire. Alors, peut-on totalement décarboner notre économie dans un contexte pareil? Peut-on mettre en péril notre économie pour l'environnement? Parce que c'est ça la question. Et regardez les politiques européennes aujourd'hui avec la crise énergétique que traverse l'Europe, le conflit avec les Russes, son impact sur les relations commerciales énergétiques avec la Russie, et puis l'affaire du détroit d'Ormuz qui aggrave la crise parce que les pétroliers ne passent plus et donc il n'y a plus d'approvisionnement pour l'Europe. L'Europe est en danger. Alors la question qu'ils se sont posée, est-ce que dans ce contexte économique de crise énergétique, il faut continuer à ne regarder que les énergies propres. Ils se sont notamment demandé, est-ce qu'il ne faut pas revenir au nucléaire, par exemple? Vous voyez? On avait fait le choix d'abandonner le nucléaire. Mais en contexte de crise, est-ce qu'il ne faut pas réviser sa position? Et certains pays comme la France, par exemple, a fait marche arrière. Et donc, dans ce contexte, est-ce que dans ce contexte, on peut penser à l'horizon 2030 à une économie décarbonée? Est-ce réaliste? Donc, donc la réponse, c'est qu'on est pessimiste au regard du contexte. En dépit des discours, la réalité semble être différente. Et si je prends le cas de l'Afrique, l'Afrique a créé sa banque d'investissement pour l'énergie, pour exploiter le pétrole de la RDC. La RDC a décidé, dépit de ce que les Occidentaux ne veulent pas financer, la RDC a décidé
à vendre son pétrole. Et les prêts, on va faire les prêts au FMI, à la Banque mondiale, on va faire le prêt pour financer le prêt dans la Banque africaine de l'énergie. Alors, est-ce que la RDC est prête à décarboner totalement décarboner son économie à l'horizon 2030? J'aurais tendance à dire non. Voilà. Prof, cette fois-ci, c'est une demande si ça peut trouver votre consentement. Oui. Est-ce que nous pouvons avoir sur notre groupe WhatsApp cette présentation à PowerPoint? Ça Oui, nous oui, 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 bien permettra. sûr. Bien sûr. Oui, ok, vous ne l'avez pas reçu, mais je l'ai envoyé hier. Hein. Vous ne l'avez pas vu? Ah, peut-être je n'ai pas fait attention, comme Oui, j'étais vous pris à n'avez autre pas fait chose. attention. C'est dans le groupe. Ok, merci beaucoup. J'envoie toujours avant la classe. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, à demain pour... demain, on verra autre chose. On continue dans le contentieux. What? Ok. Professeur, Merci, à demain. Merci, professeur. Je vous en prie, à demain. Merci. Merci. À demain. Merci, prof. À demain. À demain, merci. Merci, prof. À demain. Merci, maître. À demain.